Le matin du 10 avril 2026, 4 astronautes enfilèrent leur combinaison pressurisée orange à bord d'un vaisseau spatial, oscillant à 1/4 de kilomètre de la Terre, et se préparèrent à faire confiance à un bouclier thermique qui avait déjà connu une défaillance. Ils savaient que cela avait échoué. Tout le monde l'a fait. Red Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, un Jeremy Hansen avaient passé des années à s'entraîner pour ce moment. Le voyage retour du premier voyage habité de l'humanité sur la Lune depuis plus d'un demi-siècle. Leur vaisseau spatial Integrity avait parfaitement fonctionné. Le survol lunaire avait dépassé toutes leurs espérances. Mais à présent, alors que la Terre occupait toute la fenêtre devant eux et que la rentrée atmosphérique était prévue dans plusieurs heures, la seule chose qui les séparait des 5000 degrés Fahrenheit était un bouclier thermique dont personne dans le programme ne pouvait expliquer pleinement l'histoire. L'histoire de ce bouclier a commencé 4 ans plus tôt. En décembre 2022, des ingénieurs se sont réunis autour de la capsule Orion, récupérée après le vol d'essai sans équipage d'Artemis 1, et ont découvert quelque chose qui n'aurait pas dû s'y trouver. Fissures. Plus de 100 endroits sur le bouclier thermique où des morceaux de matériaux protecteurs se sont détachés lors de la rentrée atmosphérique. Pas fondus, brisés. Ce n'est pas la même chose. Le bouclier était constitué d'un matériau appelé AFCOAT, un mélange de résine époxy et de fibres de silice, disposé sur la base de la capsule en 200 tuiles imbriquées. Le principe même d'AFCOAT est qu'il se sacrifie. Lorsqu'une capsule traverse l'atmosphère à toute vitesse, sa couche externe se carbonise puis se consume lentement, emportant la chaleur loin du vaisseau spatial dans une évacuation contrôlée. Il s'autodétruit pour que tout le reste survive. C'est le même principe qui protège les astronautes depuis Apollo. Mais le bouclier Artemis 1 n'avait pas fait cela. Il s'était brisé. Il a fallu des mois pour identifier le coupable. Lors de sa rentrée atmosphérique, alors qu'Orion suivait la trajectoire de saut de l'ère Apollo, en plongeant dans la haute atmosphère, en remontant brièvement, puis en replongeant, un processus appelé pyrolyse se produisait profondément à l'intérieur du bouclier. Le matériau brûlait en l'absence d'oxygène, générant du gaz. Imaginez la chaleur qui s'accumule à l'intérieur d'un mur étanche, sans ventilation. Au point le plus profond de la première dépression atmosphérique, la couche de charbon externe est restée suffisamment chaude et poreuse pour que ce gaz puisse s'infiltrer. Mais lorsque la capsule est remontée et que la couche extérieure s'est légèrement refroidie, elle s'est rigidifiée et scellée. Et le gaz qui continuait à se former en dessous n'avait nulle part où aller. Elle a percé. Des tuiles se sont fissurées et ont été arrachées, laissant derrière elles une traînée de débris qui, lors d'une mission avec un équipage à bord, aurait ressemblé exactement à ce qui a tué les 7 astronautes de la navette spatiale Columbia en 2003. Artemis 1 n'avait pas d'équipage. C'est la seule raison pour laquelle cette histoire ne se termine pas différemment. La NASA se trouvait désormais face à un choix sans réponse facile. Option 1, retirer complètement le bouclier thermique, le repenser entièrement et retarder la première mission lunaire habitée d'au moins 2 ans. Option 2, corriger le problème au niveau des matériaux, modifier la trajectoire de rentrée atmosphérique pour réduire l'accumulation de pression et voler. Ils ont choisi l'option 2 et ils y ont ensuite mis 4 personnes. La NASA a annoncé la composition de l'équipage d'Artemis 2 le 3 avril 2023, soit 3 ans avant leur vol. 4 noms. 4 personnes qui savaient exactement à quoi elles s'engageaient, avant même que le problème du bouclier thermique ne soit pleinement connu du public. Red Wiseman commanderait la mission. Un aviateur naval et membre d'équipage vétéran de l'ISS, calme comme le sont parfois les personnes qui sont déjà allées dans l'espace, comme s'ils avaient déjà eu cette conversation avec eux-mêmes que la plupart des gens n'ont jamais l'occasion d'avoir. Victor Glover allait devenir pilote et le premier astronaute noir à voyager au-delà de l'orbite terrestre. Christina Koch occuperait le poste de spécialiste de mission, devenant ainsi la première femme de l'histoire à effectuer un survol lunaire. Jeremy Hansen, de l'Agence spatiale canadienne, allait devenir le premier Canadien à voyager à proximité de la Lune. À eux 4, ils détenaient une liste de premières qui aurait semblé extraordinaire pour n'importe quelle mission. Dans ce cas précis,
leur sort était presque secondaire par rapport à la question de savoir s'ils allaient rentrer chez eux. L'équipage a baptisé son vaisseau spatial Integrity. Les ingénieurs de la NASA avaient repassé les années précédentes à travailler simultanément sur le problème du bouclier thermique, en abordant deux aspects à la fois. Le matériau Avcoat lui-même a été reformulé pour être plus poreux, afin que le gaz généré par la pyrolyse lors de la rentrée atmosphérique puisse s'échapper à travers la couche de charbon externe, plutôt que de s'accumuler derrière celle-ci. Et la trajectoire de rentrée atmosphérique a été modifiée. Plutôt que de faire un saut complet dans l'ère Apollon, Artemis II suivrait un chemin moins abrupt. Non pas la plongée directe d'un vaisseau spatial en orbite terrestre, mais un angle plus doux que celui adopté par Artemis I. Durant la descente, la capsule effectuerait également un lent mouvement de roulis latéral, déplaçant ainsi la zone de chauffage maximale autour de la surface du bouclier, afin qu'aucun point unique ne supporte la charge totale en continu. Le raisonnement était logique. Les données le confirmaient. Mais le docteur Charles Camarda, ancien ingénieur de la NASA, avait vu suffisamment d'enquêtes sur des accidents pour savoir que logique implacable et compréhension totale ne sont pas la même chose. Il a déclaré publiquement que la NASA jouait à la roulette russe. Les ingénieurs n'avaient pas pleinement identifié la cause profonde des dommages subis par Artemis I et ne pouvaient pas prédire avec certitude comment la trajectoire modifiée interagirait avec la nouvelle formulation d'Avcoat dans des conditions réelles de rentrée atmosphérique. Il a écrit directement à l'administrateur de la NASA pour l'avertir que l'histoire montre que des accidents surviennent lorsque des organisations se persuadent qu'elles comprennent des problèmes qu'elles ne comprennent pas. La NASA a maintenu son analyse. L'administrateur adjoint Amit Kshatriya a évoqué les données de vol d'Artemis I, les essais au sol et les modèles d'ingénierie. Mais c'est Victor Glover qui a dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Il a reconnu le risque sans pour autant l'atténuer. Le bouclier thermique et les parachutes, a-t-il fait remarquer, sont des systèmes à tolérance zéro en cas de panne. Il n'y a pas de sauvegarde. Il n'y a pas de seconde chance. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Jeff Radigan, directeur de vol principal de la NASA, l'a exprimé autrement la veille de la rentrée atmosphérique. Ce sont 13 minutes où tout doit se dérouler parfaitement, a-t-il déclaré. Pas 13 minutes de choses qui se passeront probablement bien. Des choses qui doivent absolument se passer bien. Le 1er avril 2026, l'équipage d'Integrity a pris un ascenseur jusqu'au sommet d'une fusée et est parti malgré tout. Le Space Launch System a quitté le pas de tir 39B à 18h35 le 1er avril 2026, emportant une poussée brute supérieure à celle de n'importe quelle fusée lancée par la NASA depuis la Saturn II. En quelques minutes, le littoral de la Floride n'était plus qu'un souvenir. En moins de 20 minutes, les panneaux solaires du module de service Orion s'étaient déployés dans l'espace et 4 astronautes contemplaient un paysage que seuls 24 êtres humains avaient vu auparavant. La première journée fut méthodique. Contrôle système, exécution de vérification. L'équipage a pris le contrôle manuel d'Integrity en effectuant des manœuvres de proximité à l'aide des moteurs de contrôle de réaction du module de service. Le type de manœuvres précises à courte portée, dont les futures missions auront besoin pour s'amarrer à la passerelle lunaire. Tout a été réalisé, tout a tenu bon. Mais c'est un imprévu qui les a arrêtés. À un moment donné de cette première soirée dans l'espace, le centre de contrôle de la mission a réorienté le vaisseau spatial, alors que le Soleil se couchait derrière la Terre. Personne n'a dit à l'équipage exactement ce qu'il allait voir. Wiseman a décrit plus tard comment tous les 4 s'étaient tus au même moment. Le globe entier, d'un pôle à l'autre, suspendu dans le noir. Ceci n'est pas une photographie, pas un écran. La réalité était si proche que la courbure de l'atmosphère était visible comme une fine ligne lumineuse, le terminateur séparant le jour de la nuit par un lent balayage de la surface en dessous. 4 personnes qui s'étaient entraînées pendant des années à garder leur calme dans des circonstances extraordinaires se sont retrouvées sans voix. Ce moment compte. Non pas parce que c'était inattendu. Les astronautes ont toujours décrit l'effet de perspective, ce changement cognitif qui résulte de la perception de la Terre comme un seul objet fragile,
plutôt que comme un ensemble de lieux. Mais parce que cela s'est produit le premier jour, avant la Lune, avant les records, avant le feu de la rentrée atmosphérique. La planète se présenta, et l'équipage comprit immédiatement ce qu'il était venu représenter. Le deuxième jour, une fois tous les systèmes confirmés, le moteur principal du module de service européen s'est mis en marche. La brûlure par injection translunaire a duré 5 minutes et 49 secondes. Concrètement, c'est le moment où une mission lunaire devient irréversible. Pas légalement, pas techniquement, mais de la manière qui compte vraiment. La gravité de la Lune faisait désormais partie de l'équation. La Terre était derrière eux. 4 jours de voyage nous attendaient. À travers une distance que l'œil humain ne peut appréhender de manière significative, vers un monde qui, vu des fenêtres d'Integrity, grandissait lentement mais indéniablement. Christina Koch a marqué le moment où l'équipage est entré dans la sphère d'influence gravitationnelle de la Lune, le point où l'attraction lunaire a dépassé celle de la Terre, par un simple appel téléphonique au centre de contrôle de mission. « Nous sommes maintenant en train de tomber sur la Lune », a-t-elle déclaré, au lieu de nous élever au-dessus de la Terre. C'est une étape incroyable. Ces paroles ne sont pas une exagération. Mais elle avait raison sur bien plus que la simple question de physique. Le 6 avril à 13h56, l'équipage d'Artemis II est devenu l'équipage humain le plus éloigné de la Terre dans l'histoire de notre espèce. Ils n'ont pas marché sur la Lune pour cela. Ils ne l'ont même pas mise en orbite. La trajectoire elliptique de la Lune autour de la Terre l'avait placée plus loin de la planète qu'elle ne l'avait été lors de n'importe quelle mission Apollo. Et Integrity se rapprochait rapidement. Alors que le vaisseau spatial franchissait les 400 ou 300 km qui le séparèrent de la Terre, il a discrètement dépassé le record établi par l'équipage d'Apollo 13 en 1970. 3 hommes qui avaient atteint cette distance non pas par choix, mais par catastrophe, en orbite autour de la Lune, à bord d'un vaisseau spatial endommagé, tentant de rentrer vivant sur Terre. Artemis II a battu leur record lors d'un survol programmé. La distance parcourue par Apollo 13 comme mesure de survie est devenue, 56 ans plus tard, une étape importante vers un objectif délibéré. La période d'observation lunaire de 7 heures avait déjà commencé. Sous les fenêtres d'Integrity, la Lune n'était plus un disque dans le ciel. C'était un monde ancien, gris et marqué par les cicatrices d'une manière que les photographies n'avaient jamais vraiment su retranscrire, car elles aplatissent la profondeur des cratères d'impact et l'équipage était suffisamment proche pour voir les ombres s'y accumuler en temps réel, tandis que le Terminator, la ligne de démarcation entre le jour et la nuit lunaire, rampait lentement à la surface. Ils ont photographié le cratère Vavilov sur le rebord opposé. Ils ont documenté d'anciennes coulées de lave et les longues crêtes où la croûte lunaire s'était fissurée et déformée en refroidissant pendant des milliards d'années. Ils ont constaté des différences de couleur et de luminosité entre les régions, le genre de données sur la texture de surface que les géologues sur Terre passeraient des mois à analyser. Victor Glover regarda de l'autre côté et déclara qu'ils étaient entrés dans un univers de science-fiction. C'est la description la plus précise qu'on ait pu donner. La face cachée de la Lune est un endroit que les humains ont cartographié depuis l'orbite grâce à des sondes robotisées, étudiées à partir d'échantillons rapportés et reconstituées par imagerie à l'échelle du mètre. Mais aucun être humain ne l'avait jamais regardé directement de cette distance, de cette manière, de ses propres yeux. L'ampleur du phénomène, a déclaré Glover, la quantité impressionnante de surface visible d'un seul coup, était la chose la plus étrange qu'il ait jamais vue. À un moment donné de l'observation, 2 météores ont traversé leur champ de vision, de brèves traînées blanches sur fond noir, disparues avant même que quiconque puisse les distinguer. L'univers suit son cours. Puis, vers 18h44, Integrity est passé derrière la Lune. Le signal du centre de contrôle de mission a été interrompu, non pas à cause d'un problème technique, mais parce que 3200 km de roches solides se trouvaient désormais entre le vaisseau spatial et toutes les antennes terrestres. Il s'agissait d'une coupure de communication planifiée, qui devait durer 40 minutes, soit l'une des plus longues interruptions de signal de l'histoire des vols spatiaux habités. Les contrôleurs aériens de Houston ne pouvaient rien faire d'autre qu'attendre.
Les familles présentes dans la salle de visionnage ne pouvaient rien faire d'autre qu'attendre. Pendant 40 minutes, 4 personnes se sont senties plus seules que n'importe quel être humain ne l'avait jamais été. Ce qu'ils ont vu pendant ces 40 minutes, aucune caméra ne l'a entièrement capturé. La Terre, visible par les fenêtres depuis 6 jours, glissa derrière le bord incurvé de la Lune et disparut. C'était le coucher de la Terre, le moment où le seul foyer qu'ils aient jamais connu disparut sous l'horizon lunaire. Dans le silence de la cabine d'Integrity, les voix familières du centre de contrôle de mission remplacées par le néant, l'équipage flottait au-dessus de la face cachée de la Lune, à son point le plus proche, à 6540 km au-dessus de la surface, se déplaçant à près de 98 000 km par heure par rapport à la Terre. En contrebas s'étendait un terrain qu'aucun œil humain n'avait jamais contemplé depuis ce point d'observation. Au-dessus d'eux, il n'y avait que des étoiles. Puis Integrity est apparu de l'autre côté. La Terre réapparut au-dessus du limbe incurvé de la Lune, un croissant petit et incroyablement brillant, sur fond d'obscurité, s'élevant lentement à l'horizon, tandis que le vaisseau spatial émergeait de derrière la Lune et que la liaison radio se rétablissait. C'était le lever de terre. En décembre 1968, l'astronaute William Anders a photographié la Terre se levant au-dessus de l'horizon lunaire, depuis Apollo 8. Et cette image est devenue l'une des photographies les plus reproduites de l'histoire. Aujourd'hui, 58 ans plus tard, 4 êtres humains ont assisté en direct, depuis leur fenêtre, au même phénomène, et non à travers une photographie. Le soulèvement de la Terre. Christina Koch a assisté à l'événement et est devenue la première femme de l'histoire à effectuer un survol lunaire. Jeremy Hansen a été témoin de l'événement et est devenu le premier Canadien à atteindre les abords de la Lune. Quelles que soient les attentes qu'ils avaient eues, il est peu probable que ce soit ce qu'ils ont ressenti. À 20h35, le soleil s'est couché. Pas littéralement, mais depuis l'endroit où se trouvait Integrity, suspendu dans l'espace profond sur la face cachée de la Lune, l'effet était le même. La Lune s'est glissée devant le Soleil et l'a englouti. Une éclipse totale, le genre d'éclipse que les observateurs au sol passent des années à traquer à travers les continents, réservant des vols pour des couloirs étroits de totalité, installant des caméras dans les champs et sur les toits pour un phénomène qui dure, au mieux, quelques minutes avant que la géométrie ne change et que le Soleil ne réapparaisse de toute sa splendeur. Celui-ci a duré près d'1 heure. Du point de vue d'Orion, la Lune apparaissait comme un disque noir parfait, cerné d'un pâle feu. Ce feu était la couronne solaire, l'atmosphère la plus externe du Soleil, un vaste halo de plasma surchauffé qui, dans des circonstances normales, est totalement invisible, noyé par la lumière aveuglante de la surface solaire située en dessous. La couronne est plus chaude que la surface elle-même d'un facteur qui intrigue encore les physiciens solaires. Les températures dans la couronne dépassent régulièrement le 1 000 000 de degrés Celsius, tandis que la surface visible se situe aux alentours de 5500 degrés. Pourquoi l'atmosphère extérieure est plus chaude que ce qui se trouve en dessous est l'une des questions véritablement ouvertes en sciences solaires. Et elle n'est visible depuis la Terre que pendant les secondes précises d'une éclipse totale, lorsque le disque lunaire recouvre juste assez le Soleil pour laisser passer la lueur de la couronne. L'équipage d'Artemis II a pu l'observer pendant près d'1 heure, sans filtre, sans atmosphère pour diffuser la lumière, sans conditions météorologiques particulières, sans horizon pour altérer la géométrie, juste la couronne, pure et complète, enveloppant la Lune sombre d'un anneau que l'équipage pouvait étudier à loisir, d'une manière qu'aucun observateur au sol n'aurait jamais pu. Dans le coin supérieur gauche du cadre de l'éclipse, un point clignotait régulièrement. L'équipe scientifique de la NASA a confirmé qu'il s'agissait de Vénus, l'un des objets les plus brillants du ciel nocturne, rendu visible par l'obscurité soudaine que l'éclipse avait créée autour d'elle, une planète rendue visible par la mort temporaire d'une étoile. Victor Glover a déclaré que l'éclipse les avait tous complètement époustouflés. Après tout ce que le survol avait déjà offert, les records, le terrain de la face cachée de la Terre, le coucher et le lever de la Terre, c'est ce moment qui les a complètement immobilisés. Il y a dans une éclipse solaire quelque chose qui opère en dessous du niveau de la raison. Depuis des milliers d'années, les humains consignent leurs réactions face à ces phénomènes,
Et le langage reste toujours le même. L'émerveillement, le silence, le sentiment que quelque chose de bien plus grand que soi se manifeste brièvement. À 1/4 de million de kilomètres de la Terre, séparés de eux par un bouclier thermique défectueux, 4 astronautes ont vu le Soleil disparaître et ont oublié, l'espace d'un instant, ce qui allait suivre, les 6 minutes. À 19h33, le 10 avril, le module de service européen s'est séparé d'Integrity et a commencé à se consumer dans l'atmosphère. Sa mission était accomplie. 9 jours d'alimentation en énergie, de propulsion et de maintien en vie. Et maintenant, elle disparaissait dans une traînée de feu que personne à bord ne verrait. Le bouclier thermique était exposé. Il ne restait plus rien entre l'équipage et la rentrée atmosphérique. 4 minutes plus tard, Integrity a effectué une combustion de 18 secondes pour affiner son angle de rentrée atmosphérique, avec une précision inférieure à 1 degré après 1/4 de million de kilomètres. L'administrateur adjoint Kshatriya avait noté la veille que la marge était très faible, non pas d'environ 1 degré, mais de moins de 1 degré. À 19h53, la capsule a atteint la haute atmosphère à 400 000 pieds, voyageant à près de 35 fois la vitesse du son. La radio s'est tue. Le plasma, gaz ionisé surchauffé, généré par la friction d'Integrity fendant l'air raréfié, s'est enroulé autour de la capsule et a interrompu toute communication entre l'équipage et le centre de contrôle de mission. À Houston, les contrôleurs aériens ont vu leurs écrans de télémétrie s'éteindre. Dans la salle de visionnage, les familles attendaient. À bord de l'ISS, la commandante Jessica Meir et son équipage se sont collés aux hublots pour observer la boule de feu traverser le ciel en dessous d'eux. À l'intérieur d'Integrity, le bouclier thermique supportait une température de 5000 degrés Fahrenheit, soit la moitié de la température de la surface visible du Soleil. La capsule a roulé lentement d'un côté à l'autre, redistribuant les zones de surchauffe maximale sur la face du bouclier. L'équipage a ressenti une force de 3,9 G, les plaquant contre leur siège, soit près de 4 fois le poids de la gravité, de manière continue. Et à travers le hublot, ils pouvaient le voir. Non pas le feu lui-même, mais la lueur. Une lumière plasma, pâle et constante, enveloppait les fenêtres d'une couleur à laquelle on ne devrait pas survivre. C'était ce qu'ils savaient devoir attendre. Le bouclier qui avait déjà failli une fois accomplissait maintenant la seule chose qu'il devait absolument faire. 6 minutes comme ça, puis, à 22 000 pieds, le signal est revenu. « Houston, intégrité, nous vous avons bien compris. » La voix de Wiseman, calme. Les applaudissements au centre de contrôle de mission n'étaient pas au rendez-vous. 2 parachutes de freinage se sont ouverts à 22 000 pieds, ralentissant et stabilisant la capsule pendant sa chute. À 6 000 pieds, 3 parachutes principaux, pesant chacun 300 livres, se sont déployés au-dessus de l'intégrité et l'ont ramené l'appareil à 10^9 macaron, de Mach 33 à un atterrissage en douceur dans l'océan en 13 minutes. À 20h07, la capsule a heurté l'océan Pacifique, au large de San Diego. Le centre de contrôle a déclaré qu'il s'agissait d'une cible parfaite. Wiseman a signalé 4 membres d'équipage vert. Tout le monde est sain et sauf. Tout le monde est rentré à la maison. Christina Koch a été extraite en premier, puis Victor Glover, puis Jeremy Hansen, puis Wiseman. Ils ont été transportés par hélicoptère jusqu'à l'USS John P. Murtaugh, où des médecins les attendaient. L'équipage a passé la nuit à l'infirmerie, leur corps se réadaptant à la gravité qu'ils avaient quittée 10 jours plus tôt. Le lendemain matin, Wiseman a posté un simple câble depuis l'hélicoptère qui le ramenait à terre. « Cette planète est d'une beauté incroyable, quelle que soit l'altitude à laquelle je l'ai observée, » a-t-il écrit, de la surface jusqu'à 250 000 miles. Mais la mission n'était pas totalement terminée. Le bouclier thermique d'Orion, celui qui avait déjà connu une défaillance, celui que les ingénieurs avaient rafistolé et modifié, et sur lequel ils avaient misé 4 vies, serait inspecté dans les jours suivants. Il présentait des signes d'usure. Personne ne pouvait affirmer avec certitude si ses performances étaient supérieures ou inférieures à celles du bouclier Artemis 1, si les avertissements de Camarda étaient fondés, ou si les données s'étaient avérées exactes avant la fin de l'analyse.
Cette partie de l'histoire était encore en train de s'écrire. Ce qui était certain, c'était ceci. 9 jours après le lancement, l'humanité était de retour aux abords de la Lune, pour la première fois, en 53 ans. Un nouveau record de distance a été établi. Une nouvelle éclipse solaire a été observée depuis l'espace lointain. 4 personnes avaient vu de leurs propres yeux la face cachée de la Lune, avaient observé la Terre se lever au-dessus de son horizon et étaient rentrées chez elles pour raconter au reste d'entre nous à quoi elle ressemblait. Après l'amérissage, Amit Kshatriya s'est adressé aux caméras et a déclaré « Il y a 53 ans, l'humanité a quitté la Lune. Cette fois, nous y revenons pour y rester. Artemis 3 vise un alunissage habité en 2028. 2 astronautes, un module lunaire et le pôle sud de la Lune. Une région où la glace d'eau se trouve dans des cratères constamment plongés dans l'ombre et où personne n'a jamais posé le pied. Integrity a prouvé que la machine fonctionne, a prouvé que les humains peuvent l'utiliser pour aller sur la Lune et en revenir, et survivre aux rigueurs de l'atmosphère sur le chemin du retour. Ce que personne ne peut encore vous dire, c'est ce que l'on ressentira en étant la première personne à descendre de cet atterrisseur et à poser le pied à sa surface, à lever les yeux depuis la Lune et à découvrir la Terre suspendue dans le ciel au-dessus de soi, comme l'équipage d'Artemis 2, la découverte se levant au-dessus du limbe lunaire. Dans quelques années, quelqu'un connaîtra ce sentiment. Pour l'instant, 4 personnes savent ce que c'est que de s'approcher au plus près du but, comme personne ne l'a fait depuis un demi-siècle, et de revenir. Ça suffit. Pour le moment, ça suffit.